Alors dans Smart Tech, Smart Space, aujourd'hui, nous recevons un scientifique aventurier, rêveur, mais aussi un fin politique du spatial. Merci beaucoup d'être avec nous, Didier Schmitt. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Vous êtes donc un scientifique spécialisé en immunologie, médecin. Au départ, pendant plusieurs années, vous avez étudié les effets des voyages dans l'espace, effectué des recherches cliniques sur les astronautes réalisant des vols, notamment vers la station Mir. Et puis, vous êtes entré à l'Agence spatiale européenne. Vous avez notamment contribué à la mise en place du programme d'utilisation de la Station spatiale internationale et à la préparation de l'exploration martienne robotique. Vous avez ensuite été détaché à la Commission européenne, où là, vous avez touché de plus près la question politique spatiale européenne. Et puis, je dirais, vous n'avez pas pu partir vous-même dans l'espace, mais finalement, vous avez quand même connu l'aventure Mars blanc, Mars blanche, avec une expédition, une aventure extrême que vous racontez d'ailleurs très bien dans cet ouvrage. Donc, vous avez quitté Bruxelles pour partir dans l'Antarctique pendant 8 semaines. Donc, je disais, scientifique, mais aussi aventurier, rêveur. Vous êtes à la tête aujourd'hui de la stratégie future, finalement, de l'ESA, donc de l'Agence spatiale européenne. Quelle est la grande priorité de ces années à venir, puisqu'on se projette sur plusieurs années quand on parle d'espace, mais sur quoi vous travaillez aussi actuellement là d'arrache-pied, Didier Schmitt? Alors d'arrache-pied, on travaille sur la préparation du Conseil des ministres du mois de novembre de fin de cette année, qui est vraiment l'échéance. On a une échéance de ce type-là. Alors, il faut expliquer Conseil des ministres quand même, parce que voilà. Conseil des ministres, quand on dit ça en France, on ne pense pas forcément à la même chose que vous au niveau de l'ESA. Absolument. Alors, effectivement, il faut se projeter au niveau européen, évidemment, quand on parle de l'ESA. On a 22 États membres et donc on a un conseil. Donc, les États membres au niveau ministériel, tous les 3 ans. Et donc, ça tombe généralement en novembre, donc c'est cette année. Et là, on travaille d'arrache-pied pour convaincre nos États membres de nous donner les budgets qu'il faut pour soutenir donc nos activités d'exploration. Alors, grosso modo, rapidement, on va demander l'extension de l'utilisation de la station spatiale jusqu'en 2030. D'accord. Donc ça, il faut absolument qu'on puisse avoir ce feu vert et donc le budget qui va avec. La deuxième partie qui est essentielle, évidemment, c'est la continuation de programmes importants dont on va parler tout à l'heure. Le Gateway, donc une station circumlunaire avec les Américains. Et le retour d'échantillons martiens, qui est vraiment l'aventure de cette décennie et de la décennie suivante. Et cerise sur le gâteau, on veut aller vers plus d'autonomie et développer un atterrisseur lunaire. Donc ça, ce sera le grand nouveau projet qu'on va proposer fin de cette année. Ça avait beaucoup d'ambition, tout ça. Oui, effectivement. Et il y a une ambition dont vous n'avez pas parlé, mais qui commence un petit peu à remonter dans les discussions dans le secteur spatial. C'est celle d'un vol habité européen. Alors, il faut dire que l'Europe a déjà planché sur un projet comme ça, 100% européen de vol habité. C'était le projet Hermès. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, alors on en parle à demi-mot. Avant d'aborder le sujet avec vous, je vous propose peut-être un petit rappel des faits en images. En 1979, galvanisée par le succès de la fusée Ariane, la France lance l'étude d'un véhicule spatial habité, Hermès, du nom du dieu grec des voyageurs. En 1987, le rêve prend une envergure européenne avec un objectif clair, développer une navette propulsée par un nouveau lanceur lourd, Ariane 5, pour desservir Columbus, un module de recherche scientifique européen destiné à l'orbite terrestre. Hermès doit représenter l'indépendance spatiale européenne à tous les niveaux. La navette se présente comme un petit avion spatial d'une dizaine de mètres de long, capable de transporter 3 astronautes. Une fois la livraison effectuée, Hermès doit revenir sur Terre pour se poser comme un avion. Le rêve va durer 5 ans. Mais l'organisation entre différents États, la répartition entre industriels et des problèmes de financement auront raison du programme Hermès. Le projet sera donc finalement abandonné. Plusieurs projets essaieront de ressusciter Hermès, mais aucun n'aboutira. Alors Didier Schmitt, est-ce que 40 ans après, on peut se reposer la question et est-ce que le contexte a changé? Est-ce qu'on peut remettre sur la table le projet Hermès? Alors, pas vraiment le projet Hermès, puisque, bon, effectivement, en 30-40 ans, les technologies évoluent, et aussi les besoins stratégiques et technologiques et de coopération internationale. Oui, il faut remettre ça sur la table, parce que quand on prend une décision dans les domaines qui m'intéressent, donc soit la robotique spatiale, soit les vols habités, quand vous prenez une décision, vous vous engagez sur
20 ans, au minimum 30 ans, 40 ans. On le voit avec la navette américaine, 30 années d'exploitation. L'ISS, c'est pareil, on va aller vers 30 années d'exploitation. Vous rajoutez là-dessus les 10 années de préparation, ça fait 40 ans. Hein. Ça veut dire que là, avec le coup d'arrêt du projet Hermès, on a perdu quoi? 10 ans, 20 ans? Plus que ça. Plus que Donc, ça. c'est ça le problème. Quand on prend une décision positive, ça nous engage sur des décennies. Quand on ne prend pas de décision, les conséquences se répercutent sur des décennies. Et c'est bien le problème d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que vous avez évidemment Russes et Américains qui ont accès en orbite basse et bientôt vers la Lune à nouveau. Vous avez la Chine qui s'y est mise et qui va vraiment rattraper son retard et qui est en train de le faire. Et vous avez même l'Inde qui va faire un démonstrateur cette année et très certainement l'année prochaine, avoir les premiers Indiens en orbite basse avec leur propre véhicule. Donc c'est un projet Et l'Europe. pour l'Europe? Et l'Europe. Oui. Que fait l'Europe? Que fait-elle Voilà. alors? l'Europe. Et c'est bien la problématique. Encore une fois. C'est pas juste une question de décision, c'est quand même une question de budget aussi. Non. Non, parce que si vous voulez, on peut rapidement parler de budget. Oui, Le parlons-en. budget de l'exploration, donc notre participation à la station spatiale, l'exploration lunaire, l'exploration martienne robotique, aujourd'hui, il ne faut pas parler de chiffres tout en démarrant, des chiffres qui vont faire peur. Il faut dire que c'est 1,20 € par Européen et par an. C'est-à-dire que si j'avais pris un café tout à l'heure, c'était peut-être le prix du café et encore. Sur une année. Oui, mais vous voyez allez, ce que je veux dire? vous allez aller au ministériel à la fin de l'année. L'idée, c'est aussi, à un moment donné, d'obtenir un budget si on veut lancer un projet. Oui, mais justement, il faut relativiser le budget. Quand on dit que c'est cher, ce n'est pas vrai. C'est ça que je veux dire par là. D'accord. Nous avons aujourd'hui un budget de 700 millions d'euros par an. Encore une fois, ce n'est pas un budget français uniquement. C'est un budget européen de 22 pays. D'accord? Donc la participation française, elle est vers les 15%. Bien. Et avec ça, on fait, entre guillemets, des miracles par rapport à un budget américain qui est 15 fois supérieur aujourd'hui. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Donc moi, ce que je dis, c'est très simple. Passons de 1,20 € à 2 € au moins par an et par citoyen pour aller être à la hauteur des autres pays comme les États-Unis, la Chine et d'autres. Donc là, en novembre prochain, à l'occasion du Conseil des ministres de l'ESA, vous allez demander un doublement du budget? Une augmentation de 50%. Une augmentation de 50%. Soyons raisonnables. D'accord. Et pourquoi faire exactement? Qu'est-ce que vous allez leur vendre, leur mettre sur la table, précisément? Précisément, donc, la continuité, donc la station spatiale, ça c'est évidemment notre intérêt premier, puisque on a investi, il faut continuer. Et si on veut avoir d'autres Thomas Pesquet qui volent, il faut contribuer à cette station et à son utilisation, évidemment, qui est essentiellement scientifique. Ça, c'est la première chose, la première tranche. La deuxième tranche, donc, c'est la participation au Gateway américain, qui est une initiative de la NASA dans le programme Artemis, de retour vers la Lune, donc le retour habité, et un peu plus pérenne que les programmes Apollo. Là, c'est intéressant parce que pour la station spatiale, on est partenaire à moins de 10%. Ils auraient pu se passer de nous. Pour le Gateway, on est partenaire aujourd'hui à 50-50 avec les Américains. Donc tous les modules pressurisés du Gateway seront fabriqués en Europe. Donc là, ça devient assez significatif. En échange de quoi, on a déjà négocié 3 vols d'astronautes européens qui iront vers le Gateway. Donc ça, c'est un autre élément. C'est-à-dire que pour partir dans l'espace, pour avoir Thomas Pesquet sur une mission spatiale, il faut participer financièrement et technologiquement. Ah oui, rien n'est gratuit. Non, mais on pourrait juste payer son vol et sa formation. Non, ça va plus loin. Oui, que mais ça. là, il y aura un petit souci. C'est-à-dire que si on paye un vol, ça veut dire qu'on soutient directement nos concurrents aux États-Unis, comme SpaceX pour les vols Falcon. Donc c'est du troc, on fait du troc. C'est-à-dire que nous, c'est très clair. Avec les Américains, l'accord est très clair. Il n'y a pas d'euro qui va aux États-Unis, il n'y a pas de dollar qui vient en Europe. Donc chacun développe ses activités chez lui et on fait un troc et on fait des échanges. Alors pour le vol de Thomas Pesquet et d'autres, donc en ce moment, Mathias Maurer et très bientôt, dans un mois ou deux,
Samantha Cristoforetti. Ben, pour ce genre de vol, en fait, notre contribution, elle est assez intelligente, entre guillemets, puisque on finance et on développe en Europe le module donc, qui va propulser la capsule Orion, qui va aller vers la Lune, et qui va, on espère, on croise les doigts, d'ici mi-mars, décoller pour la première fois. Donc là encore, développement européen d'un élément critique pour les Américains. Aujourd'hui, et dans les 10, 15, 20 ans, les Américains ne peuvent pas aller vers la Lune sans la technologie européenne. Ça, c'est extrêmement important puisque c'est vraiment un shift par rapport au programme précédent. Alors, vous parlez de la Lune. Le prochain programme qui est censé envoyer des hommes sur la Lune, c'est le programme Artemis de la NASA en 2024. D'abord, quel est le rôle de l'agence européenne dans ce programme-là? Est-ce qu'on participe? Alors, Artemis, effectivement. Alors, on n'a pas tout à fait terminé l'éventail de ce qu'on fait, parce qu'on fait aussi donc, les missions martiennes robotiques. Donc ExoMars qui doit décoller, donc, qui doit absolument décoller cette année en septembre, donc qui est un rover fantastique qui va aller forer à 2 mètres de profondeur pour aller chercher les traces de vie. Qui part un peu en retard d'ailleurs. On l'espérait en même temps que Persévérance, il faut le dire. On l'espérait en même temps. C'est des fenêtres de 2 ans qui permettent de partir. Absolument. On l'espérait en même temps que Persévérance. Tout à fait. On a eu quelques soucis puisque c'est une coopération avec les Russes. Donc on a eu quelques soucis techniques, mais bon, qui ont été résolus. Entre autres les parachutes. Et on a fait des tests très récemment, il y a quelques semaines, qui ont parfaitement marché. Donc, pour l'instant, c'est bon. Et la grande aventure, donc de retour d'échantillons martiens, dont on pourra parler un petit peu tout à l'heure. Oui. Maintenant, revenons à Artemis. Alors, Artemis, c'est simple. C'est une décision américaine qui n'a pas été prise à la légère, évidemment, de retour vers la Lune. Et ça s'accélère très simplement parce que la domination américaine dans ce domaine-là est chatouillée par la Chine. Donc là, ça va s'accélérer. Donc Artemis, c'est quoi? C'est un lanceur lourd SLS, donc le Space Launch System, qui va avoir donc à son sommet la capsule Orion, propulsée par le système donc le module européen, et qui va aller autour de la Lune. Alors c'est pas juste pour aller s'y promener, c'est pas toute la fusée qui va y aller, c'est la capsule Orion propulsée par le système ESM, va aller vers la Lune et va se docker, donc se connecter avec le Gateway, qui est cette fameuse station circumlunaire, donc qui est en train d'être développée. Et à partir de là, les éléments suivants vont arriver pour aller descendre sur la Lune et remonter. Et repartir donc vers la Terre. En fait, si vous voulez, par rapport aux missions Apollo, le Gateway sert d'un module de contrôle permanent autour de la Lune et un module d'observation. Donc, qui peut être habité le temps qu'il faut pour qu'une partie de l'équipage descende et remonte et reparte. Donc c'est ça le programme dans son entièreté. Mais donc Artemis. Ce programme-là, la participation européenne à ce programme-là, si on a bien compris ce que vous nous expliquiez sur les négociations, par exemple avec Thomas Pesquet, ça ne garantira pas la présence d'un Européen sur la Lune. Non. Alors quand est-ce qu'on verra un Européen sur la Lune ? Nous allons, donc au Conseil des ministres fin de cette année, Conseil des ministres donc, au niveau de l'ESA, demander l'acceptation d'une stratégie qui dit qu'il doit y avoir un Européen sur la Lune en 2029. Alors pour ce faire, effectivement, tout le programme dont je parle ne suffit pas. Non, il faut qu'on puisse envoyer... avec notre propre navette. Il faut qu'on puisse troquer quelque chose d'autre et quelque chose qui intéresse les Américains. Et c'est là que notre stratégie évolue de façon significative, c'est que nous avons décidé nous-mêmes, sans consultation avec les Américains, de développer un atterrisseur lunaire significatif, parce qu'il peut poser jusqu'à presque 1,8 tonne donc de matériel, c'est-à-dire en gros 4x4, si on veut. Et ce système-là devra être mis en orbite lunaire et se poser, propulsé au début par Ariane 6. Donc on serait entièrement indépendant. Et donc maintenant nous avons des négociations en ce moment pour négocier avec les Américains pour dire voilà, on peut vous poser au minimum 1,5 tonne de matériel à côté d'un atterrissage humain, pour vous permettre de survivre, par exemple, la nuit lunaire ou apporter du matériel scientifique, technologique, etc.
Et donc, c'est ça les négociations qu'on va faire. Mais quand vous annoncez ça aux Américains, vous avez des preuves de la capacité aujourd'hui de l'Europe? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à créer cet atterrisseur capable de déposer plus d'1,5 tonne de matériel sur la Lune? Alors, c'est une bonne question, parce qu'en fait, il est extrêmement clair que les Américains, c'est des Saint Thomas en permanence. Ils veulent voir et toucher avant de dire on y va. Et d'autant qu'on n'est plus les seuls dans la course technologique. Absolument. Mais il faut dire une chose. Nous avons quand même plusieurs décennies d'expérience positive avec les Américains. Nous avons fait le Space Lab, le laboratoire donc européen, qui était à bord de la navette américaine quelques dizaines de fois. Donc, vraiment, un très bon coup, entre guillemets, technologique et scientifique pendant 2 décennies. On est partenaire de la station spatiale depuis maintenant 20 ans. Ça se passe très bien. La moitié de la station spatiale internationale a été fabriquée en Europe, le module pressurisé. Les gens ne savent pas trop ça. D'accord ? Donc, ils nous font confiance. L'ATV, le système de ravitaillement qui a volé 5 fois vers la station spatiale, on a bluffé les Américains du point de vue technologique. Ils n'y croyaient pas. Et c'est pour ça qu'ils nous ont fait confiance, avec cette technologie-là, pour aller propulser le véhicule Orion vers la Lune. C'est pas pour rien. C'est pas parce qu'on est des bons amis et puis tout se passe bien. Non. Il faut des preuves. Donc effectivement, aujourd'hui, si on leur dit qu'on est capable de faire un atterrisseur lunaire, ils savent qu'on est capable de le faire. Ça passera aussi peut-être par des start-up. On en reçoit ici assez souvent. Il y a des programmes, en France par exemple, le programme Take the Moon, pour encourager les technologies à destination de la Lune. Donc peut-être que cette question de souveraineté européenne, elle passera par des start-up en termes de technologie. Absolument. Et on est extrêmement content effectivement qu'il y ait des start-up. Il y en a une qui se développe très rapidement, d'ailleurs. Aujourd'hui, la bascule vers le privé, elle s'est faite de l'autre côté de l'Atlantique, et pas tellement de ce côté-ci. Sur le vieux continent, pour l'instant, on n'a pas vu de grande space tech prendre la main sur la conquête spatiale ou travailler main dans la main avec l'ESA. C'est encore très, très frémissant. Oui, mais vous savez, les milliardaires américains sont fans de spatial. Oui. Les milliardaires européens ne le sont pas. Ça, c'est un problème. Donc, quand vous avez derrière, si vous voulez, ces initiatives, quelqu'un qui est l'homme le plus riche du monde, on fait confiance. Hein. Et puis, donc, effectivement, quand il y a des appels à financement, ça se passe très bien. En Europe, c'est différent. Parce que culturellement, on n'a pas la même attitude vis-à-vis de l'exploration spatiale et vis-à-vis des initiatives en général. Des grandes initiatives, on voit petit. Oui. En France, on voit que la France. En Europe, on voit que l'Europe. Oui. Et aux États-Unis, on voit le monde comme étant le terrain de jeu. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue. Et donc, effectivement, il y a une espèce de frilosité. Effectivement, on est mais peut-être que c'est... Les industriels ont peur. Ils se cachent derrière, effectivement, du financement gouvernemental. Et ils n'osent pas sortir et dire, moi, je prends une initiative, j'y vais. Mais peut-être que c'est le rôle de l'ESA et des agences aussi à échelle nationale, de donner de la crédibilité à ces entreprises pour qu'ensuite les investisseurs s'y intéressent. Absolument. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Effectivement, nous avons même créé un département de la commercialisation où on va... Géraldine Naja qui était en plateau. Qui est directrice de ce département et même plus de la direction qui le concerne. Et effectivement, donc là, on va vraiment dans ce sens-là. C'est vraiment une initiative aussi du directeur général de l'ESA, M. Ashbarer, pour aller dans ce sens, pour crédibiliser et pour financer et cofinancer donc, des initiatives privées. Là, très concrètement, il y a un appel à projet qui a été lancé pour inciter justement toutes les initiatives privées à se mobiliser autour des projets spatiaux de l'Europe. Quelles sont les premières échéances? Quand est-ce qu'on pourra voir premières initiatives privées s'intégrer au projet de l'ESA? Alors, ce qu'on a fait donc, au mois de décembre, on a donc, dans mon équipe, on a lancé une initiative, une espèce d'appel à idées vers toute l'industrie européenne pour dire, si jamais l'ESA vous demandait
de développer des systèmes, que ce soit même des nouveaux lanceurs, un système donc de véhicules cargo et habités qui irait même jusqu'à la Lune, des atterrisseurs, des programmes martiens, etc. Si l'ESA vous disait, allez-y, nous, on vous garantit pendant une dizaine d'années achat de services. Mais c'est vous qui développez, c'est vous qui prenez le risque, c'est vous qui faites le fundraising, et nous, on est derrière pour vous garantir le service et on vous payera le service. C'est le modèle NASA SpaceX. C'est absolument ça. Alors, bon, on va voir. On n'a pas SpaceX en Europe. Oui. Voilà, mais il faut l'essayer. Ouais. Il faut l'essayer. Et donc, on verra si cette frilosité que je vois est réelle et si, effectivement, on peut aller débloquer certaines choses. Donc, on verra. Les échéances, c'est au mois de février et au mois de mars. Et on analysera les résultats et on fera donc des réunions avec ces industries qui auront répondu pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut pousser le bouchon. Alors, là, on est sur la première partie simplement de cette grande interview avec vous, Didier Schmitt de l'ESA, directeur de la stratégie future de l'ESA. On va partir faire une petite courte pause publicitaire et puis on va se retrouver après parce qu'on a encore plein d'autres questions à vous poser, notamment la préparation d'un sommet qui est beaucoup plus proche que celui de novembre et qui aura lieu en France le 16 février et qui devrait être clôturé par le président de la République française, Emmanuel Macron. Donc on en parle tout de suite après la pause.